Bonsoir tout le monde, je me nomme Pierre Lessard-Blais, je suis le maire de l'arrondissement et je déclare cette séance du conseil d'arrondissement ouverte, séance du lundi 5 juillet 2021. J'invite les élus et la secrétaire d'arrondissement à se présenter dans l'ordre habituel. Bonsoir à tous, Karine Boisverrois, conseillère pour le district de Louis-Riel. Bonsoir, Dina Tosheva, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Éric Allen Caldwell, conseiller municipal d'Hochelaga. Et bonsoir, Suzy Miron, conseillère dans le district de Tétroville. Donc, maintenant que tous les élus et la secrétaire d'arrondissement se sont présentés, nous avons aussi différents directeurs personnels, administratifs et politiques qui sont présents virtuellement avec nous. Il s'agit de Serge Villandré, directeur de l'arrondissement, Pierre-Paul Savignac, directeur de l'aménagement urbain et services aux entreprises, Richard Gagnon, chef de division aux travaux publics, Patricia Plante, directrice à la culture, sport, loisirs et développement social. Au bureau des élus, Madame Marie Depelteau-Paquette, chef de cabinet, Laurent Richer-Beaulieu, Catherine Barbeau, Mathieu Labelle, Geneviève Guérin, Ariane Généreux. On a aussi habituellement, des représentants de nos postes de quartier du SPVM, le 23 et le 48. Toutefois, messieurs les commandants m'ont contacté aujourd'hui. Ils sont en poste à travers la ville avec le match du Canadien ce soir. Ils ne pouvaient donc pas être avec nous. Donc, je ne sais pas si vous êtes nombreux à nous écouter, à favoriser l'arrondissement aux Canadiens, mais si c'est le cas, toutes mes félicitations de mettre autant d'importance à l'action civile et citoyenne dans votre quartier. On commence la soirée avec, c'est un très, très beau moment, une belle proposition de la conseillère de Tétroville, Suzy Miron, qui souhaitait rendre hommage à Monsieur François Barry, qui a été curé dans Mercier-Est pendant 27 années. Et c'était très important pour nous de faire hommage parce qu'il tourne une page. Mais on est très soulagé, très heureux de savoir qu'il va continuer d'être actif dans le quartier, mais puisqu'il quitte le poste officiel de curé, eh bien, c'est important pour nous de lui rendre hommage. Pendant 27 années, M. Barry a bien sûr célébré des centaines de célébrations, si ce n'est pas des milliers, que ce soit des baptêmes, des mariages ou malheureusement des enterrements de nos concitoyens. Mais son rôle a été beaucoup plus large que simplement celui des sacrements, mais aussi, vraiment, il a été un pilier dans sa communauté, non seulement en participant à divers comités, mais aussi en étant vraiment un pilier de la communauté, en étant toujours là lorsqu'il y avait des besoins. Il était au cœur de l'organisation de plusieurs événements et c'est un travail là, extrêmement varié que M. le curé, comme je me plais à l'appeler constamment, a fait depuis ces 27 années-là. Et moi, je trouve que c'est formidable d'avoir un leader dans notre communauté qui, pendant 27 ans, a continué de trouver sa pertinence, a continué d'être un rassembleur, a continué de mettre sa foi au service des autres et jamais, et toujours, peu importe la foi des autres, peu importe leurs origines, M. le curé a toujours été là et pendant 27 années, il a continué d'être un leader dans notre communauté et c'est extraordinaire qu'il a toujours su se renouveler de cette manière-là. Donc, non seulement il a eu des responsabilités à la paroisse Saint-François d'Assise, mais graduellement s'est ajouté à celles aux paroisses de Saint-Bernard, de Sainte-Claire, Saint-Victor, Sainte-Louise de Marillac. Bref, énormément de responsabilités dans le cadre de sa profession de foi, mais aussi
des responsabilités face à ses paroissiens et paroissiennes pendant la pandémie, par exemple. M. Barry a gardé contact téléphonique avec plusieurs paroissiens isolés qui pouvaient vivre des moments de détresse, des moments plus difficiles. C'était parfois par téléphone, c'était parfois à l'écrit, mais c'était toujours avec le cœur. Et on le sait à quel point les gens étaient isolés pendant cette pandémie-là et parfois continuent de l'être. Bref, un rôle essentiel qu'a joué M. Barry dans tout ça. M. Barry a toujours eu le cœur sur la main, toujours agi en termes, je me rappelle, je suis venu là à plusieurs reprises dans le sous-sol de l'église, voir les différentes communautés qui venaient sur place, qui venaient vivre de cette charité chrétienne-là, qui venaient vraiment améliorer la qualité de vie grâce au rôle que M. Barry faisait. Il améliorait la qualité de vie par ses actions de milliers de personnes dans le secteur et c'était extrêmement apprécié. Et on sait aussi qu'il a monté le comité art et spiritualité, où est-ce qu'il a voulu créer un lien entre des événements culturels, artistiques et croyants. Mais aussi, M. Barry est non seulement axé sur sa communauté, mais aussi s'inquiète de où va notre monde et continue d'être à l'affût des grands drames internationaux. C'est de cette manière-là que M. Barry a accueilli pendant 6 mois une famille syrienne qui était chassée par la guerre. Donc, vraiment, des gestes de grande noblesse. Et on sait même maintenant que M. Barry se mobilise sur les changements climatiques. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir des porteurs, des leaders dans toutes les différentes communautés qui parlent de ce message-là essentiel concernant les changements climatique. Il nous rappelle régulièrement là, une citation du pape François qui nous appelle à respecter notre maison commune qui est la planète Terre. Donc, c'est extraordinaire. Entre autres, M. Barry a créé le comité Église verte en s'associant avec l'organisme Il y a quelqu'un à l'autre bord du mur. Bref, une vie d'engagement et à 75 ans, il ne les fait pas du tout, mais à 75 ans, il a gagné le droit d'avoir un peu de repos. Toutefois, donc depuis le 1er octobre dernier, là, il a délaissé, là, il a laissé la responsabilité du service pastoral à un nouveau curé, M. Ama Oumi, qui est maintenant parmi nous depuis le 1er octobre. Non, pardon, les responsabilités ont été transférées le 1er octobre, mais on est très content, même si on lui souhaite du repos après ces années très, très investies, on est très content que M. Barry va rester actif dans la communauté parce qu'il a accepté de prendre le mandat de vicaire à temps plein. Donc, on est content qu'on va pouvoir encore compter sur lui dans la communauté parce que c'est un grand citoyen, un grand leader de notre communauté. Et au nom de l'arrondissement et tous nos concitoyens, on vous remercie chaleureusement de votre contribution passée et on vous remercie de celles qui sont encore à venir. Merci beaucoup, M. Barry. Je laisse maintenant la parole à Mme Miron qui veut vous dire quelques mots. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. En fait, moi, je suis vraiment contente ce soir que vous ayez accepté qu'on rende hommage à Monsieur Barry. C'est un homme de cœur, c'est un homme de conviction. Moi, je le connais quand même depuis presque son arrivée dans le quartier. Mine de rien, veux pas, j'habite dans le quartier depuis toujours. Fait que quand on a eu un nouveau curé, évidemment, je l'ai rencontré. C'est pas lui qui a officié à mon mariage. Fait que c'est peut-être pour ça que ça n'a pas duré. Mais il y a quand même, c'est lui qui a baptisé mes filles, en fait, à l'église Sainte-Claire. Et puis mes filles ont fait le parcours aussi de pastoral avec toute son équipe, dont M. Lantaigne, là, qui est décédé récemment. Alors, c'est ça, sur une note plus personnelle, il y avait ça, mais tu sais, il y a aussi tout le fait que M. Barry a toujours été très impliqué dans le quartier. Pierre, tu l'as nommé à plusieurs reprises.
Moi, à l'époque, j'étais présidente de la table de concertation. On a négocié un bail ensemble, en fait, pour l'organisme Solidarité Merci-S, qui est locataire depuis, je pense que c'est depuis 2010 à peu près, qui sont locataires au presbytère de l'Église Sainte-Claire. Il y a toujours eu une belle collaboration, une belle cohabitation aussi, parce qu'il y avait des gens de la paroisse qui étaient là aussi. Et ils sont encore là. Fait que vraisemblablement, c'était un mariage heureux, celui-là, pour les organismes, pour SME notamment. Mais il y a aussi la Maison des familles là, qui est hébergée au presbytère de l'Église Saint-François d'Assise. Et c'est sûr que je ne pouvais pas passer non plus à côté du fait que le projet de revitalisation de l'Église Saint-Victor, c'est en grande partie aussi... c'est un peu beaucoup, pas mal, grâce à lui, je pense, qui a servi d'intermédiaire, qu'on a pu faire un beau projet comme ça ici dans notre quartier, au bénéfice justement des gens un peu moins chanceux, moins privilégiés que nous. Et puis, M. Barry, on le sait, on peut toujours compter sur, on dit, qu'est-ce qu'on ferait bien? Et M. Barry est là pour nous aider. Alors, moi, je suis très contente ce soir qu'on puisse vous honorer. La semaine dernière, ça fait presque 2 semaines à la fête nationale, j'ai eu la chance d'assister à votre traditionnelle messe. Cette fois-ci, on l'a faite, c'était devant l'église Saint-François d'Assise, par un temps radieux sur le parvis, sur le terrain devant. C'était une très belle journée j'ai pu être là d'ailleurs, aller dire quelques mots en avant. Il y a toujours un accueil généreux de la part de M. Barry. Alors, tous ceux et celles qui le connaissent dans le quartier savent de quoi je parle. Je me fais juste la porte-parole, en fait, des citoyens et des citoyennes de Tétroville. Alors, vous allez laisser votre marque. Heureusement, on vous a encore pour quelques années, je l'espère. Vous avez touché nos cœurs, nos âmes et je vous en suis grandement reconnaissante. Alors, au nom de tous les citoyens de Tétroville, je vous remercie beaucoup. Et j'espère vous revoir très bientôt. En fait, pas plus loin que mercredi matin, je pense qu'on va aller vous rencontrer pour vous faire signer le livre d'or de l'arrondissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire Pierre Lessard-Blais. Merci, Suzy. Ça me touche beaucoup. Vous avez des paroles très généreuses. En recevant votre témoignage, je pense à tant de personnes ignorées et qui mériteraient tellement d'être reconnues. Je veux les associer à cet hommage. Je suis privilégié d'être au service des communautés chrétiennes de Merci-S depuis 27 ans et d'être associé aussi à la dynamique de notre quartier. C'est 2 pôles qui me sont très chers. Alors, c'est 2 pôles principaux. En fait, si malgré toutes ces années, je trouve que le temps passe vite, c'est, je crois, pour 2 raisons principales. Brièvement. D'abord, je suis toujours très motivé par la mission pastorale de l'Église, peu importe même le déclin institutionnel auquel nous assistons et dont vous êtes conscients. Personnellement, j'essaie de garder le cap sur les valeurs essentielles qui construisent notre société, la solidarité, la fraternité, la justice, le respect de la dignité des personnes. Ces leviers, je les retrouve abondamment dans le cœur des gens de notre milieu, comme on les retrouve aussi tout naturellement dans l'Évangile du Christ. C'est mes 2 sources principales d'inspiration. Deuxièmement, le temps passe vite aussi, tout simplement parce que j'ai une vie intéressante. Je m'ennuie pas. Je suis chanceux de partager le quotidien avec tant de personnes engagées dans Merci-S. Et je vais en profiter pour leur rendre hommage aussi, tous les organismes communautaires de notre milieu. Une richesse extraordinaire. Les membres de l'équipe pastorale, les centaines de bénévoles qu'on retrouve dans les paroisses de Merci-S, Sainte-Claire, Saint-François d'Assise, Sainte-Louise, et toutes les personnes qui ont à cœur la bonne santé communautaire de notre milieu. Vous êtes témoins, vous autres aussi, de tant de gens qui sont extraordinaires. On les retrouve dans les différents secteurs de notre vie collective, le politique, le social, l'associatif, le culturel, l'économique, et j'en passe. Nous faisons tous partie d'une équipe gagnante quand on travaille ensemble
prioritairement au service des plus mal pris de notre société. Le bonheur est pour tous. Et parlant de bonheur, j'en ai trouvé beaucoup sur la promenade Belle-Rive depuis le début de la pandémie, dans mes promenades à vélo. Des familles en grand nombre, de toute origine, de toutes les couleurs, elles se côtoient admirablement bien. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on est comme dans un petit paradis propice à la rencontre, au partage. C'est vraiment une fenêtre, non seulement sur le fleuve, mais une fenêtre sur l'universel. Je suis heureux de poursuivre mon engagement dans notre milieu sous la direction de notre nouveau curé, Éric, est-ce que tu l'as appelé, Pierre? À Éric qui? À Maoumi. Il est dans notre quartier depuis 11 ans, c'est important de le dire. Il a tout ce qu'il faut pour mener à bien l'importante mission qui lui est confiée. Je continuerai de partager avec vous au quotidien, puisque, comme vous l'avez bien dit, je ne suis pas à la retraite. Je vous suis vivement reconnaissant pour ce que vous êtes tous dans vos engagements. Je vous souhaite un été reposant et une relance post-covidienne des plus fructueuses. Puis ce soir, une bonne partie de hockey. Merci. Merci infiniment, M. Barry. Merci infiniment. Puis oui, je pense que le Canadien va avoir besoin de toute l'aide possible. Donc oui, si on peut accrocher nos chapelets sur les cordes à linge, là, c'est peut-être le moment. Mais merci beaucoup. Merci infiniment. C'est toujours très agréable de commencer un conseil d'arrondissement avec un aussi beau moment. Merci infiniment, M. Barry. On se revoit mercredi matin pour la signature en personne du livre d'art de l'arrondissement. Merci, vous êtes bien aimable. Bonne rencontre d'arrondissement. Merci. Merci. Merci à tous, à toutes. Bye-bye. On peut donc maintenant poursuivre avec les points inscrits à l'ordre du jour, soit 10.02, adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement. Je propose, appuyé par Mme Miron, d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. 10.03, c'est la période de déclaration des élus qu'on fera dans l'ordre habituel, qui commence donc par la conseillère de Louriel, Mme Boisvin-Roy. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, quelques déclarations ce soir, entre autres dans les dossiers que nous adoptons. Les dossiers 2002 et 2003 qui sont importants au niveau là, du développement social. 2002, c'est une petite contribution financière non récurrente d'un peu moins de 6 000 $ qui est répartie entre 6 organismes désignés dans le cadre du programme accompagnement loisirs de MHM. Ça semble très peu, mais c'est une contribution qui fait toute la différence pour soutenir les enfants qui ont des limitations fonctionnelles variées ou encore qui ont des défis particuliers. Alors, on le sait là, que dans le cadre du programme de la Ville-Centre, donc qui a le même nom, le programme accompagnement en loisirs de l'île de Montréal, ça permet des embauches de ressources qui sont des accompagnateurs dans le cadre des camps de jour. Et c'est une demande annuelle qui est déposée à Alter Ego et puis la Ville travaille en collaboration avec Alter Ego ce dossier. Et l'arrondissement, habituellement, l'année dernière a fait exception, mais depuis quelques années, l'arrondissement octroie une somme supplémentaire pour aider les organismes locaux à répondre aux besoins du milieu. Alors donc, on pense de 2021, là, ça a été un montant de 176 000, un peu plus de 176 000 qui a été accordé par le PALIM à 10 organismes de l'arrondissement. Et évidemment, on sait que le nombre grandit d'année en année, malheureusement, et les organismes peinent à pouvoir fournir le service. Donc, ils doivent faire preuve de créativité pour accueillir tous les jeunes. Parce qu'en bout de ligne, si l'arrondissement ne fournissait pas cette bonification-là au programme, le privilège de pouvoir fréquenter un camp de jour pourrait être retiré à des enfants qui se verraient alors privés là, de milieux interactifs qui leur permet finalement de socialiser avec d'autres enfants. Et puis, c'est une expérience estivale qui est enrichissante. Alors, c'est pour vous démontrer que l'arrondissement a un grand budget, mais même dans les petites sommes, on fait des interventions qui sont significatives et je pense que ça valait la peine de le mentionner. 2003, également en matière de développement social, donc convention qu'on ratifie ce soir
pour la période de mai 21 à avril 2022 entre la ville et les tables de quartier MOQS dans Mercier-Ouest et SME dans Mercier-Est. Alors, évidemment, c'est conformément au cadre de référence de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local. Et ça me fait plaisir d'en parler parce qu'en 2015, j'avais été impliquée dans le revampage, si vous voulez, là, du cadre de référence de l'initiative montréalaise qui vise à contribuer au développement social dans les quartiers en luttant là, contre la pauvreté et les inégalités sociales. Donc, l'initiative permet là, de soutenir la concertation de différents acteurs pour améliorer de manière générale la qualité de vie des gens, leurs conditions de vie. Puis on parle de toutes sortes d'enjeux qui sont priorisés, que ce soit la santé, l'aménagement urbain, l'environnement, l'éducation, l'économie, l'habitation, en passant par le transport, l'emploi, la sécurité alimentaire. Bref, il y a plusieurs sujets qui sont abordés dans l'initiative montréalaise. Et bien, par le biais de ce genre de dossier ce soir, c'est une façon aussi pour nous de reconnaître le rôle central de nos tables de quartier dans le développement social de nos différents secteurs. Et puis en même temps, on reconnaît aussi leur engagement dans le respect là, de cette initiative. Donc, c'est un très beau dossier ce soir également en développement social. Et localement, bien, ça veut dire qu'il y a un processus qui est coopératif en travers les acteurs et les citoyens. Il y a également une approche intégrée qui vise la complémentarité des interactions, puis qui reconnaît aussi l'interaction entre les différents développements qu'il peut y avoir, que ce soit social, culturel, économique, environnemental, bref, ils sont tous entremêlés. Et ben, c'est toujours intéressant là, de voir l'évolution de l'initiative depuis son origine en 2006, mais revampée en 2015, comme je le disais au départ, avec la fameuse définition du développement social qui avait été revue à ce moment-là. Et essentiellement, on parle de permettre aux citoyens de pouvoir développer pleinement leur potentiel, de participer activement à la vie sociale et tirer leur juste part de l'enrichissement collectif. Alors, essentiellement, on fait référence à ça. Donc, deux très beaux dossiers ce soir, 2002, 2003, qui sont votés par les élus du conseil d'arrondissement. Également, deux autres petits commentaires sur le 2009, donc contrat qui est accordé à Cojalac, le plus bas soumissionnaire, pour des réfections mineures de trottoirs sur différentes rues locales et artérielles de l'arrondissement. Donc, on est dans un autre domaine, même si on est toujours dans la section 20, on est dans un autre domaine d'intervention de l'arrondissement. Alors, des sections de trottoirs qui sont identifiées, qui présentent des signes de détérioration qui sont jugés dangereux. Alors, l'idée étant bien sûr de les rendre sécuritaires pour les riverains et améliorer les déplacements de tous et chacun. Donc, si les citoyens qui veulent avoir la liste des rues en question peuvent faire une demande d'accès à l'information pour obtenir les rues qui peuvent les concerner. Alors, évidemment, à ce stade-ci, nous avons une liste préliminaire de rues. Il y en a 8 dans Louis Riel. Je ne vais pas en faire là, la déclinaison ce soir, puisque de toute façon, il s'agit d'une liste préliminaire qui doit être confirmée une fois là, que la séance de démarrage aura lieu avec l'entrepreneur. Mais la seule chose que je vais dire, c'est que il y a des citoyens qui seront contents sur la rue Beaubien. Ça fait longtemps qu'on a des demandes là, pour la place Beaubien à Saint-Zotique, rue Artélienne. Alors, c'est dans la liste prévisionnelle. On va souhaiter que ça puisse se demeurer dans la liste finale. Évidemment, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, là, à faire une demande d'accès à l'information pour avoir plus de détails sur les sections de trottoirs qui sont retenues dans les différents districts de l'arrondissement. Et enfin, dernier commentaire par rapport au projet Grace Dart dans Louis Riel. Vous vous souviendrez que lors du dernier conseil d'arrondissement, j'avais fait une déclaration sur ce projet qui était passé au CCU le 6 avril dernier et au comité Jacques Vigée le 9 avril dernier. Alors, le dossier, bien sûr, avait suivi son cours, s'était retrouvé au conseil d'arrondissement le lendemain, soit le 7, en fait, pas le lendemain, mais dans les semaines qui ont suivi le 7 juin. Et lorsqu'on a le processus réglementaire qui suit son cours, bien, on a bien sûr une période de consultation publique. Vous savez que durant la pandémie, cette période se fait de manière écrite. Elle aura lieu du 21 juillet au 4 août pour les citoyens qui sont intéressés à poser des questions et à suivre le cheminement du dossier. Et également, on a appris aujourd'hui
que le promoteur TGTA, vous vous souviendrez, s'était engagé à faire une deuxième consultation publique pour les citoyens. Eh bien, cette deuxième consultation aura bien lieu mercredi, le 14 juillet à 19h sur le site Grace Dart comme tel. On nous indique qu'il va y avoir un gros chapiteau blanc qui sera sur les lieux. Alors, je pense que les gens qui sont intéressés là, ne pourront pas manquer l'occasion de se présenter sur les lieux. Et ensuite, ce qui sera intéressant, c'est que la séance de consultation publique de l'arrondissement suivra. Donc, elle sera précédée par celle de TGTA. Donc, deux occasions pour les citoyens de se présenter et de se prononcer sur ce dossier. Alors ensuite, ça suivra son cours aux prochaines étapes le 12 août prochain dans notre conseil extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, Mme Boivin-Roy, pour votre déclaration et ces informations fort pertinentes pour le dossier Grace Dart. De mon côté, je vais parler rapidement des dernières séances d'information et de consultation qui ont été organisées par la Caisse de dépôt et de placement du Québec concernant le REM. On sait, il y a ces dernières semaines, il y a eu 2 séances où est-ce que les citoyens de l'arrondissement ont pu porter à l'attention de la Caisse de dépôt et de placement du Québec leurs préoccupations avec le projet. Je pense que tout le monde, il y a une entente, que tout le monde souhaite voir le développement de notre système de transport en commun, mais l'implantation de ce type de transport en commun-là crée de nombreuses préoccupations et ces préoccupations-là sont très légitimes. Je partage plusieurs d'entre elles et on s'attend à ce que la Caisse de dépôt de placement du Québec, comme le gouvernement du Québec, les prennent en compte pour s'assurer que le REM soit socialement acceptable. Je pense particulièrement au passage aérien sur la rue Sherbrooke qui va passer à quelques mètres de résidence ou des impacts du REM sur des espaces verts de Hochelaga-Maisonneuve, entre autres avec le parc Morgan dont plusieurs arbres sont en danger. Donc, on s'attend à davantage de réponses et de gestes d'engagement concret de la Caisse de dépôt de placement et du gouvernement du Québec prochainement. On sait que la Caisse a déjà promis un événement citoyen cet automne où des modifications seront présentées aux citoyens. Aussi, ce soir, nous allons adopter la 2e lecture pour changer la catégorie d'usage du boisé Vimont, donc à l'extrémité est du quartier Hochelaga-Maisonneuve. On le sait que dans le secteur, il y a peu d'espaces verts et on sait à quel point il est important de protéger ceux que l'on a déjà. À la municipalité, à la ville, on a des moyens qui sont très limités, mais avec ce changement de catégorie d'usage-là et avec une entente avec le CIUS de l'Ouest qui est propriétaire du terrain, on est confiant, on est très fiers de préserver à très long terme le boisé Vimont pour la qualité de vie des gens du secteur et on est très fiers de ce travail-là. Et finalement, depuis quelques semaines maintenant, on vit avec la piétonisation de la rue Ontario entre les rues Nicolet et P9. Donc, presque tous les aménagements ont été mis en œuvre. C'est de l'aménagement qui est très joli, très estival, beaucoup d'améliorations comparativement à l'année passée. Mais là, on a des brumisateurs, on a différentes activités aussi qui sont mises en œuvre, entre autres avec l'équipe de la Corporation d'animation des places publiques. On a développé la programmation Ontario s'amuse et qui propose différentes activités familiales, entre autres les dimanches matins, 9h30. Il y a des contes pour les enfants en collaboration avec la superbe librairie Renard Perché. Donc, on fait des différents partenariats avec les commerçants sur la rue pour la rendre la plus animée et agréable possible. Donc, il va y avoir toutes sortes d'activités là, à venir. On sait aussi que des citoyens qui sont préoccupés considérant des impacts sur le trafic de la rue Nicolet. Présentement, nos équipes ils sont en train de
travailler à des bonifications, des aménagements temporaires sur la rue pour réduire les impacts. Donc, on y travaille à ce niveau-là. Et maintenant, eh bien, il faut simplement que les citoyens soient au rendez-vous. On a tendance à vouloir tourner la page de la pandémie, mais on sait que pour les commerçants qui ont dû fermer pendant presque une année complète, eh bien, leurs finances, eux, souffrent encore de cette année extrêmement difficile. C'est le temps d'aller les voir, c'est le temps de leur dire qu'on est content de les retrouver et parce que si on veut continuer d'avoir une aussi belle vitalité commerciale sur la rue Ontario, c'est important que les citoyens encouragent les commerçants locaux. Donc, on vous attend sur la promenade Ontario, mais aussi cet été, graduellement, en juillet, on va voir différents aménagements en collaboration avec l'Association des commerçants de Tétroville qui vont s'implanter prochainement. Il va y avoir aussi 2 places publiques temporaires qui vont s'installer. Bref, on va passer un bel été dans Merci Hochelaga Maisonneuve avec nos commerçants locaux. Cela termine mon intervention. Je pourrais donc passer maintenant la parole à M. Caldwell, représentant du district d'Hochelaga. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Un point à l'ordre du jour, le 40.13, je vais en parler. C'est la première lecture, justement, du projet immobilier piloté par le groupe Rachel Junier, le projet Canoë, sur l'emplacement du ProGym. Écoutez, c'est un projet qui reflète toutes les ambitions de la ville. Je vous nomme quelques éléments du projet. Logement social. Conformément au règlement Montréal Métropole Mix, une part importante de logement social, idem pour le logement abordable et pour le logement familial. Le projet aussi intègre une salle à usage pour la communauté, des ateliers d'artistes, un CPE, une offre commerciale institutionnelle qui est complémentaire à celle du quartier. Le 10% de compensation en frais de parc sera pour un espace qui va venir permettre l'intégration à l'école Irénée Lucier, qui est juste à l'ouest du projet. Il y aura aussi une grande allée piétonne diagonale sur le site même du projet. C'est un projet qui, au lieu d'être refermé sur lui-même, sera ouvert à la communauté avec cette grande allée piétonne à l'usage de tout le quartier. Et plutôt que de voir un projet avec des espaces clôturés, c'est un projet ouvert sur le quartier et une partie de l'espace privé du projet aménagé sera pour que les citoyens de Hochelaga puissent prendre un raccourci ou participer justement à des activités sur des placettes publiques. Il y aura un chapelet de placettes publiques tout au long de cette grande allée piétonne-là. C'est un concept d'aménagement très novateur qu'on n'a pas vu dans Hochelaga, mais on tenait à ce que ce projet-là soit ouvert sur la communauté. Il y a aussi des éléments d'agriculture urbaine, des mesures novatrices en développement durable, que ce soit pour la gestion énergétique ou la gestion des eaux. Un projet résolument qui axe sur la mobilité durable de ses résidents, avec toute la mobilité durable complémentaire, que ce soit l'autopartage, les vélos et une réduction d'empreintes de stationnement, du verdissement, de l'animation sur la rue. Donc, c'est un projet où il y a eu beaucoup de travail de fait. D'ailleurs, je veux remercier le CCU de Merci Hochelaga Maisonneuve, l'ensemble des membres du CCU et en particulier mes 2 collègues élus, Mme Miron et Mme Boivin-Roy, pour le travail que le CCU et qu'elles ont fait sur le dossier. Le comité Jacques Vigé, qui est le comité consultatif d'urbanisme à la Ville de Montréal, qui s'est aussi penché sur le dossier, l'ensemble des équipes d'arrondissement. Et là, on a le projet présenté en première lecture. Comme Mme Boivin-Roy le disait pour d'autres points à l'ordre du jour, ça sera les mêmes périodes de consultation publique du 21 juillet au 4 août. Alors, j'invite vraiment les citoyens à prendre connaissance du projet, à le commenter. Et la consultation publique, elle est là pour ça. Et c'est le fruit d'un grand travail, d'une vision d'aménagement urbain pour développer des espaces, tant avec du logement social abordable et familial qu'avec du verdissement, une vision de mobilité durable, mais aussi des espaces ouverts sur le quartier plutôt que repliés sur eux-mêmes. Alors, bonne lecture et à tous ceux qui sont intéressés par le projet, je vous invite à une participation à la consultation publique. Merci. Merci, M. Caldwell. Et finalement, la parole à la conseillère de Tétroville, Mme Miron.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Moi, je vais vous parler de quelques points, dont un que nous votons ce soir, le point 40.09. Donc, nous allons voter l'édiction d'une ordonnance pour la mise en sens unique de la rue Pierre de Coubertin, qui longe en fait le parc Saint-Victor jusqu'à l'école Armand-Lavergne, donc entre la rue Taillon et la rue Fletcher. On a décidé d'aller de l'avant parce qu'on en profite, en fait, il y a des travaux de sécurisation, il y a des travaux d'infrastructure, en fait, qui sont faits sur ce tronçon de rue-là. Et on va en profiter pour faire des travaux de sécurisation, particulièrement pour l'école, mais aussi pour le parc, où on sait bien sûr qu'il y a quand même beaucoup de va-et-vient des enfants, et ce sera une façon sécuritaire de s'y rendre, puisqu'il y aura une piste cyclable, je dirais peut-être multifonctionnelle, hein, parce qu'on peut prendre la trottinette ou la planche à roulettes aussi bien, et qui sera reliée donc à la piste qui longe la rue Taillon du nord au sud et qui permet même de traverser donc la voie ferroviaire. Donc, on sécurise toutes nos rues maintenant pour permettre aux enfants d'aller un peu partout de façon sécuritaire dans les parcs et dans les écoles. Alors, bien contente de voter ça ce soir, mais je ne pouvais pas m'empêcher non plus de rappeler aux citoyens que la navette fluviale est de retour à la promenade Belle-Rive depuis samedi dernier. Je l'ai vu d'ailleurs à l'œuvre pendant la journée. Donc, il faut réserver ses billets sur le site de l'opérateur Navarque parce que c'est quand même assez populaire, là, les journées d'été, c'est les week-ends et les jours fériés. Donc, ce sera disponible depuis samedi dernier jusqu'en septembre à la fête du travail. Et en allant à la promenade Belle-Rive, j'ai vu la navette, mais j'ai vu aussi le nouveau marché à la halte de la promenade Belle-Rive. Alors, j'invite bien sûr les citoyens à aller se rendre. Il y avait vraiment une belle variété. On a même eu droit à un beau petit spectacle vers 13h. Il y a de l'animation donc à toutes les semaines pour les 7 prochaines semaines, parce que c'était pendant les 8 samedis de l'été. Et d'ailleurs, les produits, parmi les nouveaux produits, il y a la compagnie Full-Pin qui vend des champignons extraordinaires. J'en ai fait une provision, mais c'est fait ici dans l'arrondissement. En fait, c'est cultivé dans Mercier-Ouest, Madame Boisverrois. Alors, sachez-le, allez faire une provision de merveilleux champignons là-bas. Et enfin, je regretterais de ne pas parler du budget participatif de la Ville-Centre qui se tient actuellement. Vous pouvez retrouver toute l'information. On invite les gens, bien sûr, à voter pour de magnifiques projets. Là, vraiment, on en a qui touchent notre arrondissement. Je vous ferai part que moi, mon préféré, c'est le projet numéro 5, qui est les quartiers connectés entre Anjou et Mercier-Est. Alors, il y en a d'autres. Il y a un espace résilient, il y a la rénovation du square des Airies, l'animation et des vélostations de proximité. Alors, il y a vraiment de superbes projets. J'invite vraiment les gens à voter. On a jusqu'au 11 juillet sur la plateforme Réalisons Montréal. Donc, voilà, je voulais faire des petits rappels urgents, importants. Là, le 11 juillet, ça va venir vite, c'est déjà dimanche prochain. Alors, je vous laisse poursuivre, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, Mme Miron. On peut donc maintenant poursuivre avec les points 10.05 et 06, soit la période de questions des citoyens sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour et d'ordre général. Avant de commencer, je tiens à rappeler les règlements qui la régissent, soit chaque personne inscrite à la période a le droit de poser qu'une seule question avec une question complémentaire sur le même sujet. Les questions posées doivent se rapporter à une matière d'intérêt public sans préambule inutile et les questions portant sur le même sujet sont limitées à 3. Nous allons donc avoir le soutien de M. Villandry, directeur d'arrondissement, pour la lecture de ces questions. M. Villandry, je vous laisse commencer. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Une première question de Mme Lauralie Berriot. Bonjour. Est-ce qu'il y aura des mesures prises pour éviter les accidents à l'intersection de Dubuisson et Honoré-Beaugrand? C'est chaotique. Monsieur le maire, si vous voulez, je peux prendre la question et répondre à Mme Berriot. Oui, il y a des actions qui vont être prises à court, moyen et à plus long terme. Il y a déjà eu des rencontres d'ailleurs avec, depuis le malheureux incident
en mai de Mme Lavoie. Donc, il y a eu des rencontres déjà avec, bien sûr, la Ville-Centre, puisqu'il y a plusieurs intervenants, en fait, plusieurs partenaires dans cette intersection-là. Et il faut s'assurer de faire les choses dans le bon ordre. Et c'est pas simple parce que plusieurs niveaux. Donc, il y a aussi le CN et le MTQ, les bretelles de l'autoroute, en fait, qui arrivent dans le quartier. Donc, il y a plusieurs intervenants et il faut s'assurer quand même de poser les bons gestes. Il y a du marquage qui va être fait à très court terme. Là, on s'attend, le mandat a déjà été donné aux équipes. Donc, on s'attend à ce que ce soit fait d'ici quelques semaines tout au plus. Donc, il y aura vraiment un marquage de traverse piétonnière et du côté de la rue Souligny et du côté de la rue du Buisson. Il y aura vraiment d'autres lignes d'arrêt qui vont vraiment mieux indiquer là, aux automobilistes où arrêter. Puis, à plus long terme, il y aura d'autres interventions qui vont être faites. Il y a présentement des rencontres entre nos services à l'arrondissement et la Ville-Centre. Et comme je vous disais, avec les autres intervenants, le CN et le MTQ, pour trouver une solution à plus long terme pour sécuriser cette intersection. Très achalandée d'ailleurs. Alors, merci pour votre question. Merci, Mme Miron. Monsieur Villandré. Une question maintenant de M. Yvon Gosselin. Est-ce que le programme Capture, Stérilisation, Relâche et Maintien sera reconduit cette année 2021? Si oui, quand seront émis les permis CSRM 2021? Le bureau Accès Montréal ne sait toujours pas que le CSRM pour Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a été reconduit et n'est pas au courant que les permis CSRM devraient être émis par le bureau du BAM. Je n'ai pas non plus reçu de réponse de Mme Da Silva, qui émettait le permis auparavant, après nombreux courriels de ma part, pour me dire à qui m'adresser. Quand pensez-vous que les permis seront disponibles, car ils vont de pair avec le programme CSRM? Oui, merci beaucoup, M. Gosselin, pour votre question. On était très contents de voter au dernier conseil d'arrondissement. Enfin, nous avions trouvé une solution pour le programme Capture, Stérilisation, Relâche et Maintien, un programme qu'on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup aussi les gens tels que vous qui se mobilisent pour la santé des chats de l'arrondissement. Donc, les permis sont disponibles, sont disponibles dès aujourd'hui. Donc, vous pouvez continuer à contacter. Là, nous allons nous assurer avec le bureau Accès Montréal dès demain matin que l'information puisse être partagée facilement avec les citoyens. Je rappelle que la convention a été signée aujourd'hui, mais on va s'assurer que le bureau Accès Montréal partage l'information le plus rapidement possible et les permis sont disponibles dès aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Gosselin, de votre implication dans ce dossier. M. Villandré? Question de Mme Mélanie Lauzon. Pourquoi toutes ces mesures sanitaires à la piscine? Pourquoi un quota du nombre de personnes? Pourquoi la distanciation? Pourquoi laver des clôtures? Le Québec passe au vert, il n'y a plus de cas ou presque. Lors des games de hockey, dans le métro, dans les autobus, etc., tout le monde est tassé, il n'y a aucune distanciation. Il n'y a pas assez de chlore dans les piscines. Ce sont les pauvres qui vont à la piscine publique. Déjà, ils sont pauvres, ce n'est pas assez. Il faut en plus être traité comme du bétail. Toute cette situation est incohérente, injuste et criminelle. Partout ailleurs, dans bon nombre de pays, tout est revenu à la normale. Qu'attendez-vous? Merci, Mme Lauzon, pour votre question. Écoutez, je ne sais pas si vous considérez un maire d'arrondissement comme pauvre, mais en tout cas, pas moi, et je vais à la piscine publique. On travaille fort dans l'arrondissement pour offrir des services qui soient de la meilleure qualité possible, et je crois qu'on a quand même des piscines, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qui sont très intéressantes. Je peux comprendre là, que vous êtes tanné des différentes mesures sanitaires. Je vous rappelle que ce n'est pas l'arrondissement qui choisit l'application des mesures sanitaires, mais le gouvernement du Québec. Nous, on doit suivre, en tant que municipalité, non seulement on doit suivre ces indications-là, ces consignes-là, mais on doit aussi être exemplaire dans l'application de ces mesures-là. On est tous heureux de passer au vert, mais je vous rappelle que les mesures de distanciation et les mesures de précaution se maintiennent. Dans les commerces, on doit continuer de porter
le masque. Dans les endroits où est-ce qu'on ne peut pas respecter le 2 mètres, on doit continuer de porter le masque. Les parties de hockey, eh bien, on l'a vu, là, M. Molson aurait voulu avoir un Centre Bell plein. Eh bien, non. Le Centre Bell est très limité en termes de capacité pour s'assurer justement d'une certaine distanciation. Et je peux comprendre là, que vous êtes qu'il peut y avoir certaines incohérences dans l'application des mesures et qu'on est tous tannés d'être dans cette situation, mais on doit se rappeler que les consignes sanitaires, là, ça vient du gouvernement du Québec et non pas de l'arrondissement. Cela dit, j'appelle tous les citoyens à l'importance de se faire vacciner les 2 doses le plus rapidement possible. Et on doit garder en tête que certains pays qui étaient très avancés en termes de vaccination, comme le Royaume-Uni, vivent maintenant une 4e vague avec le variant Delta. Et ce qu'on voit, 2/3 des gens qui attrapent le variant Delta au Royaume-Uni, ce sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc, on doit continuer d'être très vigilant et de continuer de faire très attention dans tout ça. Je comprends l'écœurantite que vous vivez. Moi aussi, je la vis. On va s'assurer que les mesures soient appliquées de la meilleure façon possible dans l'arrondissement, mais ce n'est pas nous non plus qui décidons de comment, qu'est-ce qui est appliqué à quelle installation. Ce sont des consignes qui viennent du gouvernement du Québec. Merci beaucoup, Mme Lauzon. Monsieur Villandré. Une question de Mme Guylaine Laroche. En lien avec la modification du parcours de l'autobus 32, les résidents de la rue Lacordaire, entre de Jumonville et Turenne, et de la rue de Jumonville, entre Cadillac et Lacordaire, attendent des réponses à toutes les questions qui ont été adressées dans le courriel envoyé le 24 juin dernier par la sous-signée à M. le maire Lessablet. Quand obtiendrons-nous des réponses claires et notamment copie des études qui ont mené à ce changement de parcours qui dégrade le service à la clientèle de la STM, la qualité de vie et la sécurité des résidents riverains affectés par plus de 180 passages par jour depuis le 21 septembre 2020? Merci, Mme Laroche. Depuis là, les différentes communications qu'il y a eu avec les nombreuses communications qu'il y a eu avec les citoyens cet hiver et ce printemps, l'arrondissement n'a pas produit de nouvelles études. Les études que vous demandez doivent être faites par la Société de transport de Montréal. Ce sera à eux de décider s'ils répondent ou non pour créer pour étudier davantage la situation. Donc, je vous réfère à la STM si vous voulez davantage d'informations. Merci beaucoup, Mme Laroche. Question maintenant de M. Jean-François Turcotte. Notre voisin du rez-de-chaussée à l'épicerie Valmont, situé au 3930 rue Ontario-Est. Un condenseur a été installé sans autorisation en novembre 2020 sur le toit du garage, adjacent aux fenêtres de plusieurs copropriétaires de l'immeuble et des voisins. Il y a un bruit sourd permanent qui dépasse la limite de décibels permise, en plus de nuire à l'esthétisme de l'immeuble et de l'arrondissement. Nous demandons à M. Landry, propriétaire du Valmont, d'opter pour un modèle de condenseur mieux adapté à la vie urbaine. De plus, nous lui demandons d'installer des murs coupe-son pour réduire l'impact sonore. Rien à faire, M. Landry est très lent dans ses démarches et ne semble pas collaborer de bonne foi. Les copropriétaires adjacents au condenseur sont désormais incapables de vendre leur condo accablés de cette machine à la fenêtre. Quels sont les pouvoirs des élus de notre arrondissement pour accélérer les procédures et régler ce litige qui dure depuis trop longtemps? Oui, merci beaucoup. Merci, M. Turcotte. C'est M. Caldwell, conseiller d'Hochelaga, va vous répondre. Merci, Monsieur le maire. Oui, comme vous le dites dans votre question, c'est des travaux effectués sans permis, donc qui ne sont pas conformes à la réglementation municipale et qui génèrent des nuisances qui ne sont pas acceptables. Donc, l'arrondissement, nos services sont très impliqués dans le dossier justement pour l'atteinte de cette conformité réglementaire-là pour réduire les nuisances. Alors, il y a des échéances qui ont été données, il y a des demandes de travaux temporaires qui ont été faites. Il faut une solution permanente. Il y a des échanges techniques. Monsieur le maire et moi, on va reviser avec nos services la situation demain. Donc, on vous tiendra au courant. Mais on est d'accord avec vous que c'est intolérable d'avoir une situation de non-conformité réglementaire et les nuisances associées. Donc, on fait tout en notre possible pour
régler la situation. Après, votre question, c'est quels sont les pouvoirs? Justement, on évalue les meilleures stratégies pour avoir les résultats le plus rapidement possible. Question maintenant de M. Mario Jobin. Merci. Depuis la modification du parcours de l'autobus 32 pour bifurquer sur la rue de Jumonville, pourriez-vous expliquer en quoi le changement est justifié étant donné la détérioration de la situation des riverains, sécurité des piétons, bruit, encombrement de la rue, pollution et poussière? Oui, merci, M. Jobin, pour votre question. On a déjà expliqué là, à différentes reprises les raisons, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui est arrivé pour qui a justifié la STM à amener leur autobus sur Jumonville au lieu de la rue de Turenne. Les différentes analyses ne démontrent pas que le passage de la 32 crée davantage d'enjeux de sécurité pour les piétons que lorsque ça passait sur Jumonville. Il y a eu différentes analyses là, sur la qualité du trottoir, la qualité de la chaussée qui s'avère correcte dans la situation. On a aussi contacté là, les différents commerçants qui avaient des enjeux avec la cohabitation avec les arrêts d'autobus. Et on a donc là, octroyé des espaces réservés pour les commerçants, pour les clients des commerçants pour qu'ils puissent se stationner de façon plus facile. On a même amélioré certains enjeux de sécurité dans le secteur. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. Merci beaucoup, M. Jobin, pour votre question. Question maintenant de M. Simon Cloutier. Les pianos publics sont l'une des seules activités promouvant la démocratie culturelle et ce, à un coût dérisoire. Depuis plus d'un an, on peut être la 100e personne à pitonner sur le parcomètre, mais pas la 10e à jouer sur un piano public. On sait pourtant que la transmission de la COVID par une surface est très improbable. Des activités culturelles ont eu lieu et ont rassemblé des dizaines de participants de façon spontanée. On prévoit inviter des milliers de personnes à se réunir pour écouter un match de hockey. Question, pourquoi les pianos publics ne sont toujours pas installés et quand le seront-ils? Merci, M. Cloutier, pour votre question. Je n'ai pas personnellement connaissance de directives spécifiques sanitaires pour les pianos publics. Je vais vérifier avec la directrice Culture, Sport, Loisirs, Développement social, Mme Patricia Plante. Est-ce que vous avez un peu d'informations sur ce dossier, Mme Plante, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Bonsoir, M. Cloutier. Nous aussi, nous avons bien hâte de revoir nos pianos publics. Malheureusement, ils ne pourront pas être installés pour la période estivale 2021 afin de continuer de respecter les normes sanitaires prescrites par le gouvernement. À cet effet, le Centre de coordination des mesures d'urgence, le CCMU, tient une vigie sur les ordonnances sanitaires mises en vigueur par le gouvernement et préconise la mise en place de protocoles sanitaires stricts même en ce temps de passage en zone verte, tout en considérant la tendance à certains assouplissements. Certaines conditions demeurent toujours en vigueur pour assurer la conformité des activités et événements se déroulant sur le domaine public extérieur quant aux directives décrétées par le gouvernement du Québec, telles que la surveillance, la distanciation, le respect de la capacité limite sur un site et bien entendu les stations de désinfection lorsque requis. L'objectif est de poursuivre la lutte à cette crise sanitaire contre la COVID-19 avec la santé publique au bénéfice des Montréalais. Dans ces paramètres, on peut donc convenir que de telles activités libres ne sont donc pas possibles et nécessiteraient de la surveillance constante et donc des investissements coûteux pour les contribuables. Dans un cas contraire, il s'agirait de mettre à risque la population. En espérant avoir répondu à vos questions, M. Cloutier, bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Plante. Écoutez, M. Cloutier, juste vous dire là, que je comprends les frustrations là, de voir certaines incongruités selon les activités. C'est extrêmement frustrant. Celle que vous... c'est vrai, là, la comparaison avec un parcomètre est extrêmement parlante.
vous avez raison qu'il y a une incongruité à ce niveau-là. Cela dit, là, nous, on se doit d'être exemplaires à la Ville de Montréal lorsqu'on suit ces consignes du gouvernement, même si des fois, il peut y avoir des frustrations. Et je tiens à vous dire personnellement que j'apprécie énormément le concept de piano public et on a très, très hâte de pouvoir les ramener sur le territoire. Je partage votre frustration, M. Cloutier. Merci beaucoup pour votre question. M. Villandré, la parole est à vous. Merci. Une question de Mme Mireille Bénard. Ma question est au sujet des modifications proposées au plan d'urbanisme pour le secteur Préfontaine. L'affectation au sol pour le secteur est de la rue Moreau et le secteur sud de la rue de Rouen sont modifiés pour permettre un usage pour activités diversifiées en place d'un usage pour emploi, ce qui permettrait une construction de 4 étages au 2157 Moreau, un immeuble qui tombe en ruine. Derrière cet immeuble, une ruelle verte a été implantée avec l'aide de l'arrondissement qui a investi des sommes importantes. Depuis, les copropriétaires du 2190 rue Préfontaine s'occupent de son entretien avec cœur et cette modification la met à risque puisque le secteur va être plus intéressant pour des développeurs de condos pour cet immeuble. L'espace occupé par la ruelle est restreint et nous craignons aussi de perdre la lumière naturelle. Quelles sont les prochaines étapes concernant ce plan et comment est-ce que l'arrondissement entend prendre en compte nos préoccupations? Merci beaucoup, Madame Bénard, pour votre question extrêmement pertinente. Je vais donner la parole à notre directeur de l'aménagement urbain et services aux entreprises, M. Pierre-Paul Savignac. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Bénard. Merci pour votre question. C'est une opportunité pour nous, en fait, d'expliquer un peu ce que l'on souhaite faire avec cette modification réglementaire. Dans l'essence, c'est un territoire qui est bordé par la station de métro Préfontaine. Donc, inévitablement, c'est un secteur qui est voué à se développer. Même avec un projet 100% d'emploi, tout projet peut menacer des infrastructures qui ont été faites sur le domaine public comme une ruelle verte. Et ce qui est intéressant par rapport à votre préoccupation de préserver la ruelle verte, c'est que dans le cadre de cette modification, on va obliger tout projet à être accompagné du dépôt d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale. En clair, ce que c'est que ça oblige une révision architecturale du projet. Donc, tout projet va devoir nécessiter une révision dans laquelle on va prendre en considération non seulement le domaine public, mais d'autres aspects comme l'éclairage naturel, l'ombre portée dans le voisinage. Pour l'instant, un projet pourrait se réaliser sans aucune révision architecturale dans ce secteur. Donc, seulement de l'application de normes. Une étape intéressante dans les suites du dossier 4002 à notre ordre du jour de ce soir, ce sera une consultation publique, justement par rapport à cette exigence de dépôt de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci, M. Savignac. Est-ce qu'on a les dates exactes de la consultation qu'on pourrait partager à Mme Bénard ou on lui contactera par courriel lorsqu'elles seront connues? Je pourrais peut-être demander l'aide de ma collègue, Mme Tocheva, à ce sujet. Oui, Monsieur le maire, Madame Bénard pourra nous envoyer une demande et on va lui communiquer les dates de l'apparition de l'avis public et après de la période de consultation aussi. Donc, Madame Bénard, on va vous revenir à l'écrit. L'arrondissement va vous revenir à l'écrit dans la prochaine semaine. Donnez-nous une semaine, on va vous envoyer davantage de détails, davantage de contacts, tout ça, pour que vous puissiez suivre le dossier. Mais en effet, comme le disait M. Savignac, le projet actuellement va nous permettre davantage de contrôle sur qu'est-ce qui va s'en venir que la situation actuelle. Et je tiens à remercier tout votre groupe de citoyens qui entretenez cette belle ruelle-là. On l'apprécie beaucoup. On travaille fort sur les ruelles vertes dans l'arrondissement. Donc, on va travailler le plus fort possible pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif pour votre belle ruelle verte. Merci beaucoup. Puis, on va vous réécrire dans les prochains jours. Monsieur Villandré. Merci. Une question de M. Nicolas Gagnon. Monsieur le maire, l'année prochaine sera aménagé un trottoir traversant devant le parc Carlos d'Alcantara, une solution longtemps réclamée des résidents locaux.
Un autre aménagement qui est réclamé depuis longtemps, c'est une piste cyclable le long de ce même parc, sur la rue Contrecoeur. Pas une bande, mais une piste cyclable bidirectionnelle le long du trottoir. En attendant d'éventuelles constructions de la zone commerciale, pourrions-nous au minimum avoir une piste protégée entre de Grosbois et Anne-Courtemanche? Oui, merci beaucoup, M. Gagnon, pour votre question. Je vais laisser Mme Miron vous répondre. Parfait. Non, mais je t'ai pas vous laisser aller, M. le maire, mais si vous voulez, j'ai un peu de détails quand même, puisque c'est dans mon district. Merci, M. Gagnon, donc, pour votre question. On a étudié récemment, à la demande d'un citoyen, justement, ce printemps, on a étudié au comité de mobilité la possibilité de faire une piste cyclable sur ce tronçon de la rue-là, en fait, au nord de la rue Sherbrooke, notamment tout le long de la rue Contrecoeur. Et la conclusion, c'était que, évidemment, c'était la rue faudrait retirer du stationnement et on sait combien il y a des enjeux de stationnement dans votre quartier et vous êtes fort au courant aussi, j'en suis convaincue. Et on se dit que de toute façon, le temps, comme vous l'avez mentionné, donc c'est l'an prochain qu'on va aménager un trottoir traversant. Il sera prévu, ce qu'on a prévu depuis des années, de faire un aménagement cyclable sur la rue Contrecoeur. Et donc, on espère en fait que le dossier de la zone commerciale va être réglé d'ici là. Donc, ça serait quasiment plus long. En fait, les délais nécessaires pour le traitement, en fait, et la planification et la réalisation de votre demande serait presque aussi long que l'aboutissement finalement du projet du Faubourg où on intègre du Faubourg, la zone commerciale, là, où on intègre déjà la piste cyclable qui est envisagée et planifiée. Donc, voilà pourquoi on n'ira pas de l'avant rapidement là-dessus. On va le faire dans les voyons, je veux dire, dans l'ordre des choses, là, ça va être vraiment fait adéquatement aussi pour s'assurer de la sécurité, là. Alors, voilà. Merci pour votre question. Merci. Monsieur Villandré. Question de Mme Suzanne Nadeau. Concernant le programme CSRM, soit capture, stérilisation, relâche, maintien. Nous apprenions, nous, le groupe de défense des animaux de Schlaga, que depuis le 1er janvier 2020, suite à une uniformisation des programmes CSRM, il a été décidé que seuls les bureaux Accès Montréal seraient émetteurs des permis et que donc l'arrondissement n'est plus responsable de ces émissions depuis le 1er janvier 2020, je le répète. Plusieurs gardiens de chats CSRM reçoivent actuellement des avis d'infraction pour nourrir les chats parce qu'ils n'ont pas le permis et ce n'est pas de leur faute. Cette problématique devrait être prise plus au sérieux, merci. Alors ma question est, pourquoi l'arrondissement n'a pas daigné nous informer de ces nouveaux développements alors qu'ils sont connus depuis plus d'1 an? Pourquoi l'entente signée avec la SPCA cette semaine seulement a pris autant de temps avant d'être signée, nous laissant dans une situation très difficile? Oui, merci beaucoup, Madame Nadeau, pour votre question. On l'a dit et redit à plusieurs reprises. La pandémie a eu des impacts sur de nombreux services et la pandémie a donc compliqué les choses concernant l'application du programme capture, stérilisation, relâche et maintien. Votre groupe n'a pas été le seul groupe à être oublié pendant la pandémie. On va se le dire, là. Je veux dire, il y a eu plusieurs groupes de personnes qui n'ont pas pu avoir des consignes gouvernementales qui permettaient de poursuivre leurs activités malgré la pandémie. Et c'est dommage. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir vécu ça. Je veux dire, par exemple, pour côtoyer... Donc, la pandémie a créé de nombreuses frustrations et nous, à l'arrondissement, on a travaillé extrêmement fort depuis cet hiver pour le ramener, le programme, le CSRM, parce qu'on y croit. Mais même au-delà du respect des consignes sanitaires, juste trouver un partenaire, c'était extrêmement, extrêmement difficile. Et on se rappelle
que lors de la première année du CSRM, on avait un vétérinaire qui n'était pas sur le territoire de l'arrondissement. Il y a eu beaucoup de gens qui nous ont critiqué, qui ont dit, ben, il faudrait avoir un partenaire local, mais c'était extrêmement difficile de trouver un partenaire local. On a finalement réussi à trouver une entente avec la SPCA, mais c'est une solution de dernier recours. Donc, moi, je suis très fier du travail de nos équipes, de notre fonction publique qui a finalement trouvé une solution. Et je rappelle que chaque arrondissement a un bureau Accès Montréal. Donc, vous pouvez venir à côté du métro Langelier, vous déplacer à l'arrondissement, avoir accès à nos services, mais on doit aussi garder en tête quelque chose, Madame Nadeau. Il y a des gens qui, au début du programme CSRM, allaient chercher le permis pour se donner le droit de nourrir des chats, mais sans participer au programme de façon constructive. Donc, seuls les participants réels qui participent, seuls les citoyens qui participent réellement au programme obtiennent des permis, parce que ce qu'on a vécu aussi avec l'expérience, parce que c'est déjà, je pense, ça va être la troisième année qu'on va le vivre, on voit qu'il y a des gens qui allaient chercher le permis, mais simplement pour permettre se donner le droit de nourrir les animaux, mais sans participer au programme. Donc, tout ça est extrêmement frustrant. On a plusieurs questions de gens qui vivent des frustrations par rapport à la pandémie. Je partage moi-même aussi plusieurs frustrations, mais on se doit se concentrer sur le positif. Il y a eu beaucoup de travail qui nous a permis de enfin trouver une entente avec la SPCA. Je vous remercie, Madame Nadeau, vous et tout votre groupe qui participez à ce programme-là. C'est très important d'avoir des gens comme vous. On collabore avec vous depuis 2018 pour développer ce type de programme-là. Je pense que ce programme-là a un bel avenir dans l'arrondissement. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir avoir accès au permis et continuer l'application de ce programme-là. Merci beaucoup, Madame Nadeau. Bonne soirée. Monsieur Villandré. Question de Mme Nathalie Leblanc. Ma question porte sur le site de demande de permis et les formulaires de procuration qui datent de 2018 pour les demandes de permis CSRM. Quand cette page sera-t-elle mise à jour? Les procurations, entre autres celles devant être demandées par les locataires à leurs propriétaires, sont-elles toujours demandées pour MHM? Et si oui, pourquoi alors que le arrondissement du Plateau-Mont-Royal n'en demande pas? Merci de répondre à ma question. Oui, merci, Madame Leblanc. Écoutez, chaque programme d'arrondissement, chaque arrondissement, parfois, ça peut être un petit peu différent. Des fois, il y a des arrondissements qui innovent aussi, qui essaient de nouvelles choses et qui peuvent inspirer ensuite, de par leur expérience, les autres arrondissements. Donc, c'est certain que lorsqu'il y a des innovations ailleurs, on les regarde, puis on va analyser la possibilité d'intégrer ce type d'innovation-là à l'avenir. Cela dit, pour le moment, pour cette année, on a un programme qui nécessite ce type de procuration-là. Et je ne sais pas si M. Pierre-Paul Savignac, directeur de l'aménagement urbain au service aux entreprises, est-ce que vous avez la réponse par rapport à la mise à jour de la page pour les formulaires? La mise à jour est en cours, en fait. Comme ça a été mentionné, le contrat vient tout juste d'être signé. Donc, pour faire les mises à jour, il fallait passer par cette étape. Et les mises à jour sont en cours. Donc, d'ici les prochains jours, ça va être mis en jour. Merci, M. Savignac. Merci beaucoup, Mme Leblanc, pour votre implication avec le CSRM. Bonne soirée. M. Villandré? Merci. Question de Mme Jacqueline Riendeau. Comment stopper les feux d'artifice illégaux? Merci, Mme Riendeau. J'en parlais pas plus tard qu'aujourd'hui à Caroline Bourgeois, qui est mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, et aussi responsable à la Ville de Montréal de la sécurité publique. Je ne suis pas certain que vous adressez au bon palier gouvernemental pour stopper les feux d'artifice illégaux. On sait que présentement, il y a déjà un règlement pour l'agglomération de la Ville de Montréal. Ce règlement-là interdit l'usage de pièces pyrotechniques sur tout le territoire, tant sur le territoire
public que privé. Et les contrevenants s'exposent à des amendes et c'est très important là, de signaler tout acte là, illégal de feu d'artifice à votre poste de quartier. Vous pouvez simplement contacter le 911. Ils vont se déplacer. On en a parlé aussi aux commandants les deux commandants des postes de quartier, là, que ce soit le 23 pour Hochelaga Maisonneuve ou le 48 dans Mercier-Ouest et Mercier-Est, sont au courant de la situation. Ils patrouillent davantage les parcs où est-ce qu'il y a des feux d'artifice illégaux. Donc, je vous invite à les signaler et peut-être que la meilleure solution là, pour régler le problème serait de voir s'il serait possible d'interdire ce type de vente de feux d'artifice. Mais pour cela, ça prend des avis légaux que nous n'avons pas présentement et pour comprendre aussi quels sont les rôles des différents paliers de gouvernement dans ce projet de stopper les feux d'artifice illégaux. Donc, merci beaucoup, Mme Riendeau, pour votre question. Monsieur Villandré? Question de M. Simon Saint-Amand. Que compte faire l'arrondissement à propos des feux d'artifice illégaux quotidiens dans le quartier? Cela rend très nerveux plusieurs habitants. Comme je dis, merci, M. Saint-Amand. Comme je disais à Mme Riendeau, nous aussi, on est préoccupés par la situation. Les feux d'artifice nuisent à la qualité de vie de nos citoyens, réveillent nos enfants, font aboyer les chiens du quartier, créent des risques d'incendie dans le secteur. Donc, en effet, on se penche là-dessus. La solution au niveau, je ne suis pas certain que la ville peut faire davantage présentement qu'interdire l'usage des pièces pyrotechniques. Et c'est ce qu'on fait déjà. Il y a déjà un règlement qui l'interdit, mais on va vérifier avec les différents paliers gouvernementaux, là, entre autres le gouvernement provincial qui a la compétence du commerce, voir qu'est-ce qui serait possible de faire avec eux. Peut-être que si le gouvernement du Québec s'y impliquait, on pourrait s'attaquer à la vente des feux d'artifice illégaux, mais présentement, on n'a pas les outils à la ville pour faire cela. Merci beaucoup pour votre question, M. Saint-Amand. M. Villandré. Oh, mais excusez-moi, j'ai vu que Mme Boisvin-Roy avait levé la main. Désolé, Mme Boisvin-Roy, je gère avec 2 écrans. Je vous laisse la parole. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Simplement, peut-être pour un complément d'information pour une situation analogue dans Louis Riel, qui a été apporté là, au HLM La Pépinière et puis également là, dans le secteur Cadillac-Rosemont. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on entend des feux d'artifice, mais en fait, le problème, c'est que les gens l'assimilaient à des coups de feu. Parce que ce que les agents du PDQ nous expliquaient, c'est que les pièces pyrotechniques qui sont utilisées sont de basse qualité, ce qui fait qu'à ce moment-là, lorsque les feux sont déclenchés, au lieu d'être consécutifs et très rapides, ils sont plutôt lents. Alors, à ce moment-là, ça donne l'impression que c'est des coups de feu parce qu'il y a quelques secondes qui s'écoulent entre chacun à chaque fois qu'une pièce est lancée. Par contre, le PDQ 48 dans le secteur de Louis-Riel a fait toutes les vérifications qui s'imposaient et à aucun moment il s'agissait là de balles perdues ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Donc, les citoyens de Louis-Riel ont pu être rassurés. Alors, j'imagine que c'est la même chose pour le secteur pour lequel on vient de répondre. Merci, Mme Boisvin-Roy, pour ce complément très pertinent. Monsieur Villandré. Question de Mme Micheline Lafrance. Les feux d'artifice, soir après soir, tout l'été, deviennent sérieusement dérangeants. Il y en a plusieurs chaque soir. En plus de déranger les enfants, la faune et les animaux domestiques, ils sont dangereux pour le feu. Que comptez-vous faire pour régler ce problème? Merci. Merci, Mme Lafrance. Comme je disais à vos 2 concitoyens précédents, il y a un règlement d'agglomération pour la ville de pour toute l'île de Montréal, en fait, qui existe présentement, qui interdit l'usage de pièces pyrotechniques sur tout le territoire. Les contrevenants s'exposent à des amendes, donc c'est important de signaler les feux d'artifice
illégaux au SPVM. Et au-delà de ça, la Ville ne semble pas avoir les outils légaux nécessaires pour s'attaquer à la vente de feux d'artifice sur son territoire. Mais c'est quand même quelque chose qu'on est en train de vérifier si légalement la Ville pourrait s'attaquer à la vente de feux de circulation, la vente de feux de pas de feux de circulation, mais de feux d'artifice, pardon. On est plus habitué à l'arrondissement avec des feux de circulation que des feux d'artifice. Mais en effet, c'est fort probable que les autres paliers de gouvernement vont devoir s'impliquer dans le dossier. Donc, vous pouvez faire soulever vos préoccupations peut-être à vos élus des autres paliers et nous, on va continuer à chercher si on peut trouver une solution au-delà de nos connaissances actuelles. On va le faire assurément, mais pour le moment, rien ne s'impose. On ne voit pas d'autres pistes de solution pour le moment. Merci beaucoup, Madame Lafrance. Monsieur Villandré. Une question de Monsieur André Desmarais. Monsieur le maire, ce matin, le comité provisoire des résidentes et résidents des rues Radisson et des Groseilliers vous a soumis une résolution à faire adopter par le CA afin de régler rapidement et à peu de frais les problèmes de sécurité que nous avons discutés publiquement. La solution préconisée fait écho à des mesures déjà appliquées depuis 1984 par le maire d'Anjou pour protéger la qualité de vie de ses résidents et sécuriser ces rues résidentielles limitrophes à notre quartier. Il interdit tout transit entre nos arrondissements via la rue des Groseilliers. Nous suggérons une solution moins drastique, soit de mettre en place une signalisation temporaire qui permet la libre circulation de l'autobus entre le boulevard Les Galeries d'Anjou et nos rues et qui empêche le passage des autres véhicules, comme cela a été fait en 1994. Quand le réaménagement de nos rues sera réalisé, on pourra envisager de retirer cette mesure. Pouvez-vous faire accepter cette résolution par le CA ce soir? Oui, merci beaucoup, M. Desmarais, pour votre question et merci à tous les citoyens là, qui sont impliqués et mobilisés pour l'apaisement de circulation sur les rues Radisson et des Groseilliers. Je veux simplement rappeler là, que, donc, comme je vous ai annoncé là, le 11 juin dernier à votre séance, nous avons ramené le temps de feu de circulation à la situation au moment avant même qu'on touche là, au feu de circulation cet hiver. Donc, on a ramené les temps initiaux pour revenir en arrière et suite à cette mobilisation-là, eh bien, il y a toutes sortes de demandes et de propositions qui émanent de votre secteur pour l'amélioration de la situation. Nous, on est très intéressés à ça. Cela dit, on a reçu là, donc, votre courriel ce matin. Même moi, j'ai été booké toute la journée. Je n'ai pas pu prendre compte encore de votre courriel. Donc, non, ce soir, on ne va pas voter une résolution qu'on n'aura pas étudiée avec un peu plus de sérieux. Mais toutefois, on est très intéressé à recevoir des citoyens différentes propositions de solutions parce que on s'est bien rendu compte là, lors de la soirée du 11 juin, il y a différents citoyens qui proposaient différentes solutions. Donc, on veut toutes les recevoir. Présentement, nos équipes techniques sont en train d'étudier la situation aussi. On leur a donné le mandat. Je les rencontre demain pour une rencontre à l'interne et on va avoir une rencontre là, au mois de juillet avec les citoyens pour partager avec vous les enjeux, ce qui a été fait et ce qu'on pourrait faire à l'avenir ensemble. Et c'est ce qu'on va faire et on va se pencher davantage là, sur votre proposition de résolution que vous nous avez envoyée ce matin. Je ne dis pas que je m'y oppose, mais je vais au moins prendre le temps de la lire parce qu'on l'a reçue que ce matin et les journées de conseil sont toujours très bien remplies. Donc, on va pouvoir y faire suite là, dans les prochains jours et prochaines quelques semaines. Merci beaucoup, M. Desmarais, pour votre question. M. Villandré. Une question de M. Jean-Yves Cerizel. Ma question s'adresse à Mme Karine Boivin-Roy. Madame,
Vous êtes au courant des démarches du comité provisoire des résidentes et résidents des rues des Groseilliers et Radisson, qui a soumis au maire ce matin une résolution pour le CA de ce soir. Cette résolution fait suite à la demande publique du maire aux citoyens de lui proposer une solution rapide et efficace et peu coûteuse pour amener la sécurité et la qualité de vie sur nos rues. On se souviendra que plus de 200 personnes ont signé une pétition à ce sens. Comme vous le savez, rien ne se passe et l'insécurité persiste sur nos rues. Allons-nous passer l'été comme cela? Vous étiez présente le vendredi 11 juin dernier au parc Radisson, où le maire déclarait que la situation était inacceptable et qu'il était en faveur d'une solution rapide et efficace pour solutionner nos problèmes. Allez-vous appuyer le maire afin que la résolution proposée par les citoyennes et citoyens soit adoptée par le conseil d'arrondissement ce soir? Est-ce que vous souhaitez répondre, Mme Boivin-Roy? Oui, tout à fait, M. le maire, puisque la question m'est adressée. Merci beaucoup, M. Cerizel. Alors, je pense qu'en lien avec la question là, de M. Desmarais, vous nous faites une proposition ce soir et c'est notre devoir de l'étudier dans les plus brefs délais. Je pense que c'est présenté le 11 juin dernier à la consultation que vous avez vous-même organisée là, dans le parc Radisson, pour lequel, d'ailleurs, on vous avait félicité pour toute cette organisation. C'était un point culminant depuis le mois de mars dernier, parce qu'en fait, vous avez fait plusieurs démarches qui ont précédé cette présence au parc. Vous êtes présenté à 3 conseils d'arrondissement, 2 conseils municipaux. Vous avez déposé une pétition et, comme vous l'avez dit, plus de 200 personnes. Et ensuite, on s'est présenté le 11 juin. On s'est engagé à ce moment-là pour faire une rencontre de consultation publique avec vous à la fin du mois de juin. Cette rencontre-là n'a pas eu lieu. Principalement, là, je comprends, c'est à cause de la grève des ingénieurs. Mais comme M. Blais vous l'a dit, donc cette rencontre-là aura lieu au mois de juillet. Donc, j'ai bien hâte d'avoir la date pour qu'on puisse discuter davantage. Également, lorsque je comprends de la réponse de M. Blais qu'il y a une rencontre de travail demain. Alors, j'aimerais, si possible, être invité à cette rencontre de travail pour qu'on puisse discuter davantage. Je pense que vous avez été très clair lorsqu'on était présent sur le terrain qu'il y a plus de 60 jeunes enfants sur les rues Radisson et des Groseilliers et que plus d'un parent a dû jouer à Superman et Superwoman, comme votre animateur l'avait dit, pour faire attention au niveau là, de la piste cyclable et les voitures qui circulaient. Donc, différentes problématiques là, ont été portées à notre attention et elles doivent être regardées dès maintenant. Donc, moi, j'entends bien votre proposition de ce soir. J'entends aussi l'ouverture de M. Blais à la mettre en application. Je confirme également mon ouverture. Évidemment, ce soir, puisque le dossier n'est pas à l'ordre du jour, on ne peut pas adopter là, une résolution comme telle, mais par contre, je pense que dès demain, dans le comité de travail, on pourra la regarder et j'espère qu'on pourra vous revenir dans les prochains jours et non dans les prochaines semaines, parce qu'évidemment, on sait que le prochain conseil d'arrondissement sera une séance extraordinaire le 12 août prochain et ensuite en septembre. Alors, c'est déjà bien loin et on ne veut certainement pas se retrouver dans une situation comme ce qui s'est passé à l'intersection des rues Honoré-Beaugrand et Souligny, où il y a eu le décès d'une citoyenne de l'arrondissement. Alors, c'est vraiment pas ça qui est souhaité par l'arrondissement. Alors, les différentes démarches seront prises en conséquence et je continue à vous offrir mon appui là, dans le dossier et je suis convaincue qu'à l'interne, tout le monde travaillera dans le sens de pouvoir trouver des solutions apaisantes et puis sécuritaires pour la résolution du dossier. Merci, M. Cerizel. Oui, merci beaucoup, Mme Boivin-Roy. J'aimerais aussi répondre à certains éléments là, du commentaire de M. Cerizel. Écoutez, premièrement, là, merci beaucoup de vous impliquer dans ce dossier-là. Moi, j'ai envie de contribuer à l'apaisement du secteur. Je suis très intéressé. C'est plus qu'une ouverture. Je suis fortement intéressé pour apaiser le secteur, le rendre le plus agréable possible. Et je sais que vous êtes des alliés dans tout cela. Toutefois, ce n'est pas vrai de dire que rien ne s'est passé. Début juin, nous avons ramené la durée des feux de circulation telle que vous l'aviez demandé. Donc là, présentement, on est de retour à la situation initiale pré-2021. Cela dit, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est suffisant? Non.
est-ce que, mais ça veut quand même dire qu'il s'est passé certaines choses et on se penche sur cette chose, sur cette question-là. Et on a eu vous nous avez invité le 7 juin, c'était un peu dernière minute, là. Le 7 juin, vous nous avez invités. On s'est déplacé le 11 juin. C'était une super belle soirée, c'était super agréable. On a demandé d'obtenir toutes les propositions citoyennes. Geneviève Guérin a parlé à quelques reprises à M. Desmarais en disant « On attend vos propositions, on attend vos propositions. » On les a reçues ce matin. Donc, il y a aussi une limite à la vitesse auquel la ville peut agir, là. Je veux dire, donc, nous, on est très intéressés à travailler là-dessus. On aurait voulu se rencontrer plus tôt, on n'a pas pu, mais on va se rencontrer en juillet. On va avoir des propositions et si vous en avez au-delà de la proposition de la résolution, parce que là, vous nous avez envoyé une proposition de résolution, mais des solutions concrètes là, que moi, j'entendais le soir du 11 juin sur le terrain, on ne les a pas reçues. Donc, je ne sais pas comment fonctionne votre comité provisoire des résidents. Nous, on va amener des propositions qui vont avoir été réfléchies par nos études techniques. Mais là, présentement, vous nous demandez d'aller plus vite, mais depuis ma présence à votre soirée du 11 juin, on n'a rien reçu au-delà de votre résolution de ce matin. Donc, on veut faire participer les citoyens, on veut entendre, on veut réagir à leurs propositions concrètes, mais outre ce matin, c'est une résolution. En termes de demandes concrètes, on n'a rien reçu. Cela dit, on travaille quand même des solutions de notre côté qu'on va vous présenter en juillet. Madame Boivin-Roy, il y a un complément là-dessus? Oui, mais en fait, c'est juste une question. Si on peut avoir une confirmation de nos études techniques qu'effectivement, la séquence a été remise telle qu'elle était, parce que ce qu'on a comme retour sur le terrain, c'est qu'il y a encore une différence de 5 secondes. Alors, si c'est possible, quelqu'un de l'équipe technique qui nous confirme que le cycle a été remis comme le cycle qui était le 27 février. Mais, Mme Boivin-Roy, on a déjà fourni cette information-là aux citoyens. On a cette confirmation-là, mais on pourra s'en parler à la rencontre de demain. Parfait. On en parlera demain. C'est juste que je ne voudrais pas confirmer aux citoyens que le cycle a été remis tel qu'il était, alors que ceux-ci nous ont dit le vendredi soir, même lors de la consultation, que ce n'était pas le cas, qu'ils vivaient le changement depuis les 2 jours, mais que le changement apporté n'était pas à l'égard, ce n'était pas remis tel que c'était le 27 février. Il y a bel et bien eu un changement, mais ça n'a pas été remis comme ce l'était avant. Donc, je ne voudrais pas qu'on fournisse là, une information qui n'est pas nécessairement exacte aux citoyens, à moins que les études techniques peuvent le confirmer. On a cette confirmation-là de la part de nos études techniques. Parfait. Merci beaucoup. Oui. Donc, on peut donc passer au prochain point à l'ordre du jour. Non, pardon, il nous reste une dernière question de citoyen. Monsieur Villandré. Merci. Donc, une question de Mme Peggy Garel. Ma question s'adresse à Monsieur le maire. J'ai pris connaissance dans la presse que 2 accidents, dont un mortel, sont survenus très récemment à Pierrefonds-Roxboro et sur l'avenue Souligny dans votre arrondissement. Dans les 2 cas, les citoyens avaient alerté la ville depuis plusieurs mois à l'avance des risques d'accidents majeurs encourus aux endroits où sont survenus ces accidents. Les résidents des rues des Groseilliers et Radisson vous alertent depuis le mois de mars 2021 concernant la grave insécurité sur nos 2 rues résidentielles et rien n'a été fait. Pouvez-vous cesser de répondre aux citoyens par des phrases nébuleuses, courant du mois après les grèves, on devrait, etc., qui ne mènent à rien et prendre rapidement des mesures efficaces pour assurer la sécurité sur nos rues? Commettez-vous sur un plan d'action et une date incompressible et respectée. Votre inaction vous rendrait moralement responsable de tout incident ou accident malheureux qui pourrait survenir sur nos rues. Merci beaucoup, Mme Garel. Écoutez, comme je disais précédemment, je remercie tous les citoyens de s'impliquer sur ce dossier-là. On veut, nous aussi, à l'arrondissement, apaiser la situation. On veut apaiser la rue des Groseilliers et la rue Radisson. Présentement, ce qui a été fait début juin, on est revenu
au cycle initial pour les voitures. La grande différence, c'est qu'il y a 2 secondes qui ont été ajoutées au feu piéton pour les personnes à mobilité réduite. C'est la seule grande différence entre la situation pré-2021 et la situation d'aujourd'hui. Donc, le cycle de circulation pour les véhicules est revenu à l'initial. Donc, il ne s'est pas rien fait. Comme je disais tantôt à d'autres de vos concitoyens, on souhaite entendre, on souhaite étudier les propositions des citoyens. Depuis ma présence au parc avec vous le 11 juin, nous n'avions rien reçu. Ce matin, nous avons reçu la première communication écrite de la part des citoyens depuis le 11 juin, on l'a reçu ce matin et c'est une résolution, ce ne sont pas des propositions d'aménagement. Donc, je ne sais pas comment fonctionne votre comité provisionnel, provisoire, là, mais si vous voulez que vos propositions soient étudiées, on doit les recevoir. Et ce qu'on dit depuis le 11 juin, c'est envoyez-nous vos propositions, nos études techniques vont les étudier et on pourra les commenter et les études techniques pourront eux aussi vous faire des propositions. Cela dit, on est quand même en train de travailler le dossier et on souhaite avoir une rencontre en juillet avec les citoyens sur la situation. Donc, j'espère que ces informations-là sont assez claires pour vous. Merci beaucoup pour votre question, Madame Garel. Cela terminerait notre période de questions des citoyens. On va donc passer au prochain point à l'ordre du jour. Je dois toutefois souligner que la question de Mme Emeline Doumange n'a pas été lue car c'était une 4e question sur les feux d'artifice. Et comme je disais, nos règlements limitent les questions portant sur le même sujet à 3 questions. Donc, je cède maintenant la parole à Mme Tocheva, secrétaire d'arrondissement, pour la suite de la séance. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, nous sommes au point 10.06. Approuver les procès-verbaux des séances du conseil d'arrondissement tenues le 7 et le 17 juin 2021. Je propose appuyé par M. Caldwell, 10.07. Déposer les rapports de consultation écrite tenus du 17 juin au 2 juillet 2021. 20.01. Accorder une contribution financière de 96 151 $ à l'organisme Solidarité Mercier-Est pour la période de 1er mai 2021 au 30 avril 2022 pour la réalisation de la phase 16 de la démarche de réhabilitation urbaine intégrée du secteur sud de Mercier-Est, zone prioritaire. Approuver et ratifier la convention à cette fin. Je propose appuyé par Mme Miron, 20.02. Accorder des contributions financières totalisant la somme de 5 850 $ aux 6 organismes désignés dans le sommaire décisionnel dans le cadre du programme Accompagnement loisirs de l'arrondissement afin de soutenir l'accompagnement des enfants ayant une ou des limitations fonctionnelles ou des déficits particuliers. Je propose appuyé par M. Caldwell, 20.03. Accorder des contributions financières totalisant la somme de 66 226 $ aux tables de concentration Mercier-Ouest Quartier en Santé et Solidarité Mercier-Est pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 dans le cadre de l'initiative montréalaise de soutien au développement social local. Approuver et ratifier les conventions à cette fin. Je propose appuyé par Mme Boivin-Roy, 20.04. Accorder des contributions financières totalisant la somme de 16 666 $ aux organismes désignés dans le sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale Alliance pour la solidarité 2018-2023 et du plan d'action de la réhabilitation urbaine intégrée du quartier Mercier-Est pour l'année 2021. Approuver les projets de convention à cet effet. Je propose appuyé par Mme Boivin-Roy, 20.05.
Accorder des contributions financières totalisant la somme de 180 798 $ aux organismes désignés dans le sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun dans le cadre du programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes. Approuver les conventions à cet effet. Je propose, appuyé par Mme Miron, 20.06. Approuver la convention de service entre la Ville de Montréal et l'organisme Il y a quelqu'un l'autre bord du mur pour le projet de bonification de 43 fosses d'arbres inactives permanentes aménagées en 2019 et 2020 et d'aménagement horticole de 17 nouvelles fosses d'arbres inactives permanentes. Autoriser une dépense totale de 28 928 $18, taxes incluses. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 20.07. Approuver l'addenda à la convention de service entre la Ville de Montréal et l'Association du Centre Pierre Charbonneau pour l'accueil, le soutien et l'exploitation du Centre Pierre Charbonneau pour la période de 1er janvier au 31 décembre 2021. Autoriser une dépense maximale de 149 467 $48, taxes incluses. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 20.08. Modifier la résolution CA 21-27-0142 adoptée le 7 juin 2021 accordant des contributions financières à différents organismes pour une somme totale de 7 750 $ provenant du budget de soutien des élus pour l'année 2021 afin de corriger le nom des organismes YAM Ruelle des Découvertes et YAM Ruelle Verte Sainte-Catherine pour le nom de l'organisme Il y a quelqu'un l'autre bord du mur. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 20.09. Attribuer à Cojolac Inc. un contrat de 786 977 $77, taxes incluses, pour des travaux de réfection mineure de trottoirs sur les différentes rues de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, conformément au document de l'appel d'offres public 2021-004P. Autoriser une dépense totale de 1 130 925 $ et 7 sous, taxes incluses. Je propose, appuyé par Mme Miron, 20.10. Autoriser le transfert d'une somme de 17 246 $ et 25 sous, taxes incluses, du poste dépenses incidences au poste dépenses contingentes dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise Groupe Saint-Lambert pour des travaux d'accessibilité universelle et travaux connexes du Centre communautaire Notre-Dame-des-Victoires, majorant ainsi le montant des contingences de 230 423 $ et 66 à 220 679 $ et 91, taxes incluses. Je propose, appuyé par Mme Boivin-Roy, 30.01. Autoriser le dépôt d'une demande de subvention au montant de 100 000 $ relativement au programme d'aide financière à la conception de l'aménagement des aires TOD de la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre de la planification de l'aire TOD Radisson. Autoriser M. Serge Villandré, directeur d'arrondissement, à signer la convention et tout document afférent à la contribution financière. Je propose, appuyé par Mme Boivin-Roy, 30.02. Prendre acte de la reddition de comptes de la Division des services techniques et du soutien logistique aux installations pour l'année 2020 et approuver le partage du surplus pour les activités de charge interunités de la division. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 30.03. Accepter l'offre du Conseil de la Ville d'offrir au Conseil d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, la fourniture de services 3 à 1 sur l'ensemble des plages horaires, soit les jours ouvrables, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés. Je propose, appuyé par Mme Miron, 30.04. Affecter une somme de 100 000 $ provenant du surplus de l'arrondissement au financement des dépenses requises en lien avec l'implantation du nouveau règlement sur les nuisances pour l'année 2021.
Appuyé par Mme Miron, 30.05. Autoriser une modification à la structure de la direction d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en y créant la direction Bureau des projets et développement des services aux citoyens et créer un poste permanent du directeur du Bureau de projets et de développement des services aux citoyens ainsi qu'un poste permanent de secrétaire de direction et ce dès le 1er août 2021. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.01. Avis de motion. Avis de Allez-y. motion. Allez-y. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessard-Blais, qui sera présenté à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement, le règlement modifiant le règlement sur les tarifs, exercice financier 2021, afin d'ajouter un tarif lié au permis pour le dépôt de la neige sur le domaine public. Je propose d'appuyer par Mme Miron, 40.02. Monsieur Blais? Oui, excusez-moi, je n'avais pas vu votre main. Merci beaucoup. Oui. Simplement pour inscrire ma dissidence sur le dossier 4001. D'accord, merci beaucoup. 40.02. Avis de motion est donné par M. Pierre Lessard-Blais, qui sera présenté à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement, le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, afin d'introduire des dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le secteur préfrontal. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.03. Avis de motion est donné par Mme Suzy Miron, qui sera présentée à une séance subséquente du Conseil municipal du règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'augmenter les hauteurs permises dans le secteur Bennett-le-Tourneau. Afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts, je déclare, en conformité avec le Code d'éthique et de conduite des élus de la Ville de Montréal, mon intérêt personnel indirect dans ce dossier. Je vais donc me retirer des délibérations et laisser la mairesse suppléante, Mme Miron, présider la séance du Conseil sur ce point. Madame Miron, est-ce que vous proposez… Tout à fait, Madame Tocheva, donc je propose 4003. Appuyé par M. Caldwell. M. Caldwell. Merci. Cela clôt le point 40.03. On peut donc aller à 40.04. Adopter le second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve visant à abroger les catégories d'usage C.61B, C.62B et C.71A, à rehausser les hauteurs minimales en étage et en mètres et à introduire un taux minimal d'implantation dans les zones 0029, 0045, 0052 et 0639, localisées de part et d'autre de la rue Hochelaga et du côté nord de la rue de Rouen, située entre la rue Désiry et la voie ferrée du Canadien Pacifique. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.05. Adopter le second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de changer la catégorie d'usage principale de la zone 0641 Boisé-Vimont. Je propose d'appuyer par M. Caldwell, 40.06. Adopter le second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et le règlement sur les usages conditionnels afin de modifier et d'introduire des dispositions vers une transition écologique et des dispositions concernant l'usage culture des végétaux. Je propose de reporter la lecture de ce point à une séance subséquente appuyée par Mme Miron, 40.07. Édicter une ordonnance afin d'autoriser les triporteurs commerciaux dans le cadre des événements de cuisine de rue pour la période de 6 juillet au 31 octobre 2021 et approuver le calendrier et les sites identifiés pour ces événements. Je propose d'appuyer par Mme Miron, 40.08. Édicter une ordonnance pour interdire le virage en U à l'approche est de l'intersection de la rue Hochelaga et de l'entrée de l'immeuble situé au 7401 rue Hochelaga. Je propose d'appuyer par Mme Miron, 40.09. Édicter une ordonnance pour la mise à sens unique de l'avenue Pierre de Coubertin vers l'est
entre les rues Taillon et Fletcher. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.10. Édicter une ordonnance pour l'implantation d'arrêts obligatoires aux approches nord et sud à l'intersection des rues Anne-Hébert et de la Duchesse de Bassano. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.11. Édicter une ordonnance pour retirer l'interdiction d'accès aux autobus sur la rue Le Pailleur, au sud de la rue Sherbrooke-Est et sur la rue Gustave-Blot, entre les rues Le Pailleur et Honoré-Beaugrand. Je propose appuyé par Mme Miron, 40.12. Édicter une ordonnance permettant l'implantation d'une zone de débarcadère pour garderie en façade du bâtiment situé au 4800 rue Sainte-Catherine-Est. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.13. Adopter le premier projet de résolution du projet particulier PP 27-0304 afin d'autoriser la démolition du bâtiment et le redéveloppement de l'immeuble situé au 4500 rue Hochelaga. Afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts, je déclare en conformité avec le Code d'éthique et de conduite des élus de la Ville de Montréal mon intérêt personnel indirect dans ce dossier. Je vais donc me retirer des délibérations et laisser la mairesse suppléante, Mme Miron, présider la séance du Conseil sur ce point. Alors, je propose le point 40.13, Mme Tocheva, et je suis appuyée par mon collègue, M. Caldwell. Merci. 40.14. Adopter le premier projet de résolution du projet particulier PP 27-0308 afin d'autoriser l'usage levure et de permettre l'agrandissement du bâtiment industriel situé au 1620 rue Préfontaine. Je propose, appuyé par M. Caldwell, 40.15. Accorder une dérogation mineure afin de permettre une hauteur maximale de 17 mètres et l'aménagement d'une débarcadère pour l'immeuble situé au 4410 rue Hochelaga. Je propose appuyé par M. Caldwell, 40.16. Rendre une décision pour des travaux de transformation de l'immeuble situé au 564-568 rue Joliette. Je propose de refuser les travaux de transformation appuyés par M. Caldwell, 51.01. Nommer un maire, une mairesse d'arrondissement suppléante pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2021. Je propose la nomination de Mme Miron, appuyée par M. Caldwell, 60.01. Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice de pouvoir délégué aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 mai 2021. Je propose, appuyé par M. Caldwell, nous arrivons maintenant au point 70.01, soit la période des questions des membres du Conseil. Y a-t-il des questions de la part des membres du Conseil? Non. On peut donc aller au point 70.02, soit la levée de la séance. Je tiens à remercier tous les conseillers, Mme Tocheva, tous les directeurs et membres du personnel et principalement les citoyens qui nous ont écoutés. En plein match du Canadien, on va aller voir comment nos glorieux se portent. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup.